ainsi de suite. Donc déjà, première chose, donc le X c'est le problème. Donc quand j'ai un problème, donc comment je le caractérise, quelles sont les questions qu'il faut se poser. La première question, c'est est-ce que le problème est réel ou non? Parce que des fois, on peut vouloir régler un problème alors que ce n'est vraiment pas un problème. OK? La deuxième question, c'est est-ce que le problème est définissable? OK? Comment je le définis? La troisième chose, le troisième point, c'est est-ce que le problème est gros? C'est quelle niche? Comment maximiser les risques? OK? Donc, il y a des problèmes, des fois, il n'y a pas besoin, par exemple, de les résoudre parce qu'on sait que le problème, il n'est pas gros. Et plus le problème, il est petit, plus on se fera moins d'argent. Donc, est-ce que le problème est difficile? Donc, difficulté, les opportunités, est-ce qu'il est difficile à résoudre, ainsi de suite. Est-ce que le problème est évident? Donc, grande valeur pour les consommations. C'est comme par exemple l'eau ou bien le sel, voilà, ou bien les jus de fruits. Donc, souvent, ce sont des permet par exemple de gagner beaucoup d'argent si on arrive à optimiser son business model. Et souvent, les capitaines d'industrie au Sénégal, c'est ce qu'ils font. Donc, ils vont investir sur des produits, on sait que ça, c'est dans la consommation et c'est sûr et certain que ça marche. La seule chose en fait qu'il faut essayer de trouver, c'est de pouvoir se faire une petite marge et de pouvoir en fabriquer une grande quantité et ça fait beaucoup d'argent. Le sixième point, c'est est-ce que le problème est complètement résolu ou pas? OK, ça permet de pouvoir aussi se poser des questions sur la concurrence parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans le marché. Un problème où il y a des concurrents aussi, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le marché, il existe déjà. Parce que des fois, on peut vouloir résoudre un problème alors que le marché, il n'existe pas encore. Et quand il n'existe pas, c'est-à-dire qu'il faut créer le marché, il faut éduquer le marché pour que le marché puisse utiliser le produit. Par exemple, quand je prends mon système anti-calcaire, il fallait que je crée le marché parce que c'est une solution qui n'a pas encore existé en Afrique et notamment le Sénégal. Et est-ce que le problème est pire tous les jours? Plus le problème est pire, plus c'est important. Et plus, pourquoi c'est important? Plus on se fera beaucoup plus d'argent parce qu'on pourra élargir notre équation entrepreneuriale. Quand on trouve déjà un business model avec un X, avec un Y, avec un Z, donc là, on pourra faire intégrer aussi d'autres variables et ça permet de pouvoir élargir notre business model et se faire beaucoup plus d'argent. Sur ma solution. Donc la solution, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est d'apporter une solution, pas une réponse. Et aussi, il faut chercher la solution la plus efficiente. Comme par exemple, pour aller jusqu'à Dakar, je peux prendre un taxi, comme je peux prendre aussi un scooter. Quand tu prends un scooter, c'est une solution efficiente. Et quand je prends le taxi, c'est une solution efficace. OK? Donc une solution efficiente, c'est de dépenser moins de ressources pour pouvoir atteindre le même objectif. Donc quand on propose une solution, il faut essayer de proposer une solution efficiente et pas une solution efficace. L'équipe, donc l'équipe, il faut essayer de le construire sur ces 4 points. Déjà, la complémentarité. Est-ce que quand quelqu'un n'est pas là, est-ce que je pourrais remplacer avec quelqu'un de l'équipe? Deuxième point, est-ce qu'ils sont pluridisciplinaires? Et un entrepreneur, il doit être pluridisciplinaire. Par exemple, moi, quand j'ai voulu faire l'aventure entrepreneuriale, ce que j'ai fait, donc j'ai une formation en électronique et informatique, comme vous l'avez vu au début, mais je me suis formé en management, en business, en administration, comment on fait la vente, comment on fait le marketing digital, comment on cible le marché, ainsi de suite. Donc ça vous permet, par exemple, si un jour, il y a quelqu'un qui vous quitte, vous pouvez le remplacer. Moi, aujourd'hui, mon équipe chez Saroba Labtech, n'importe qui, personne n'est indispensable. Quand une personne n'est pas là, c'est moi qui la remplace. Actuellement, c'est moi qui remplace mon commercial, c'est moi qui fais la vente, c'est moi qui fais la prospection et pourtant, il m'a quitté. Si jamais le marketeur il me quitte aussi, je ferai de même. Je vais faire son travail en attendant de trouver un marketeur. OK? Le leadership aussi. Le leadership, c'est de pouvoir amener l'équipe à un objectif. Donc ça, pour pouvoir le faire, il faut déjà avoir confiance en soi. Parce qu'un leader, il doit faire de telle sorte que son équipe puisse augmenter en compétences, puisse être beaucoup plus fort que lui, mais aussi il faut la confiance en soi, parce que quand on voit peut-être quelqu'un qui est en train d'émerger ou bien d'avoir plus de compétences que le leader en lui-même, ça peut poser peut-être des problèmes. Et aussi ce qu'il faut éviter, c'est quoi? C'est qu'il faut toujours savoir sur la chose sur laquelle vous investissez quand vous êtes entrepreneur. Si vous n'y connaissez rien, l'équipe, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, le DG ou bien le fondateur, il ne connaît rien de ce qu'on est en train de faire, donc on va faire tout ce qu'on veut. Par exemple, moi, quand j'ai voulu investir sur des projets agricoles, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu des livres. Ça me permet de pouvoir savoir quand l'équipe est
là, ils sont en train de travailler. Ça me permet de connaître les itinéraires de culture. Ça me permet de savoir quelle culture, en fait, il faut mettre en telle saison, ainsi de suite. Donc, ça vous permet, en fait, de pouvoir se dire, bah, pas jamais, mais je vais éviter le moins de risque, en fait, d'être arnaqué ou bien d'autres choses. Parce que vous comprenez le domaine sur lequel vous investissez. Et le quatrième point, c'est la prise d'initiative. Il faut que l'équipe puisse prendre des initiatives. Si on met des personnes à une place pour qu'ils fassent un travail, s'ils ne prennent pas des initiatives, ça veut dire que ça, au final, ça ne sert à rien. Quand vous n'êtes pas là, l'équipe ne va pas pouvoir travailler. Donc, il faut que l'équipe soit autonome, il faut que l'équipe puisse travailler quand vous n'êtes pas là. Moi, dans toutes mes entreprises ou bien dans toutes mes initiatives, c'est ce que j'essaye de mettre en place. J'essaye de faire en sorte que je te recrute sur un poste, mais quand tu viens, tu travailles sur pas mal de projets. Et aussi, ça fait aussi que tu vas prendre des initiatives parce qu'un jour, je peux ne pas être là et il faut pouvoir gérer les urgences, ainsi de suite. Donc, il faut que l'entrepreneur se détache un peu aussi de son activité et que l'équipe se démerde quand il n'est pas là. Alors, le deuxième point, c'est le marché. Comment on choisit le marché? Donc, pour le choix du marché, il y a 3 points. Il y a 3 étapes. D'abord, c'est la segmentation. 2, c'est le ciblage. Et 3, le positionnement. On va voir les 3 points. Donc, le marché, donc une démarche en 3 temps. Donc, oui. Je peux revenir? Bon, quand je dis, même moi, ouais. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai parlé de prise d'initiative. Parce que quand je ne suis pas là, l'équipe peut prendre des initiatives. L'équipe peut résoudre en fait certains problèmes que les clients ils vont avoir. Par exemple, un client qui est insatisfait, le commercial peut prendre des initiatives pour pouvoir le satisfaire. Donc, personne, même vous, vous ne devez pas être indispensable. Vous devez trouver un processus qui va faire que quand vous n'êtes pas là, ils ne vont pas vous appeler tout le temps. Et ça, il y a des outils aussi qui permettent de le faciliter. Comment? Par exemple, l'outil que j'ai présenté tout à l'heure. Des outils ERP et des outils CRM permettent de pouvoir s'organiser et aussi permettent de pouvoir se dire qu'il y a toutes les données sur cette plateforme. Donc, l'équipe pourra aller utiliser ces données-là et pouvoir résoudre des problèmes. Voilà, moi aussi, ici au centre, je suis ici entre 9h et 11h. Mais quand je sors, le travail continue à se faire. Et l'équipe travaille très bien. C'est quand je descends le soir à 17h30 que je les appelle et je me prends l'état en fait des choses. Donc j'ai pu mettre en place un processus, mais aussi j'ai fait de telle sorte que même quand je ne suis pas là, le travail continue à se faire. Et vous l'avez remarqué parce que vous aviez participé à une formation en énergie solaire et vous avez vu que je n'étais pas là de 11h jusqu'à 17h et pourtant les choses continuaient à se passer. Et M. Tal aussi peut en témoigner, M. de derrière aussi et l'autre monsieur aussi de derrière. C'est bon? Donc, mon marché, donc premier point, c'est la segmentation. Deuxième point, c'est le ciblage. Et 3, c'est le positionnement. Donc, une démarche en 3 temps. Donc, segmentation du marché, c'est de choisir des critères de segmentation. 1. 2, analyser les profils des segments. 3, le point suivant, c'est évaluation de l'attrait relatif de chaque segment. Et 4, choix des cibles. Le positionnement, c'est la différenciation. Qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport à votre concurrent? Et 6, c'est l'élaboration du positionnement et déclinaison du marketing. Donc, quand on choisit la cible, c'est là maintenant qu'on va commencer à mettre en place toutes les stratégies de communication et de marketing. Donc, le marché, donc la partie segmentation. Donc, comment il faut faire? Première chose, c'est la vue d'ensemble, c'est-à-dire de pouvoir voir le marché, de le prendre de manière globale et de pouvoir le segmenter. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, peut-être, on va prendre un exemple tout à l'heure avec des chaussures, il y a des personnes qui vont acheter des chaussures bas de gamme, il y en a d'autres qui vont acheter des chaussures de haute qualité, donc ainsi de suite. Donc chaque marché va avoir des prix de référence. Maintenant, il va falloir faire cette segmentation-là et c'est ce qui va après se dire, bah, moi je me positionne sur tel marché parce que j'ai la possibilité de proposer ces types de chaussures. Donc, premier point de la segmentation, de choisir l'approche de segmentation. 2, c'est de sélectionner les variables de segmentation. Donc, ça peut être du point de vue démographique, ça peut être par rapport au sexe, ainsi de suite. Donc, ça peut être par rapport à l'âge, ainsi de suite. Donc, construire une carte de marché, okay, comme ici. Vous voyez ici, on a un groupe de personnes et on a fait une segmentation. Donc, on a classé les oranges, les verts et les bleus. Et 4, c'est d'identifier les meilleurs segments. Et c'est là qu'il faut investir sur ce segment-là
C'est là qu'il faut se poser la question, comment je vais faire pour pouvoir atteindre ce segment? Donc sur ça, si je prends l'exemple avec le marché global de la chaussure, si je prends ici, on a des chaussures bon marché et on a des chaussures de luxe. On a chaussures pour dames, chaussures bon marché. On a chaussures pour dames aussi, dans les chaussures luxe. Et on a pour hommes ici aussi, sur bon marché et luxe. Et on a pour enfants et aussi pour enfants, sur les deux. Maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là qu'il faut voir par rapport au type de chaussures que je veux proposer. Je fais partie, j'ai quel segment? Soit je propose des chaussures de bon marché et je me dis soit je prends que pour les dames, ou bien que pour les hommes, ou bien que pour les enfants. Mais au début, il ne faut pas prendre tous les trois. Il faut prendre, comme je dis, il faut essayer de régler un seul problème. Donc il faut d'abord régler le problème de chaussures pour les dames et après plus tard se dire, bon, là j'ai déjà mon modèle économique qui est en train de marcher, je me suis fait déjà une notoriété, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de proposer des chaussures hommes. Donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut toujours commencer avec un problème, avec une solution et après de pouvoir élargir ainsi de suite. Et toutes les personnes qui investissent, c'est comme ça qu'ils font. Donc il ne faut pas se créer plus de variables parce que plus on se crée de variables, plus ça peut être brutal. Donc là aussi pour les chaussures luxe aussi, il faut choisir comment je vais faire par exemple pour atteindre les dames, pour les chaussures bon marché. Où est-ce qu'ils sont? Dans quelle zone géographique ils habitent? Par exemple, si je prends, il y a des villes très réputées au Sénégal, par exemple si je prends Almadies, peut-être les personnes qui sont là-bas, ils ne vont pas acheter des chaussures bon marché. Peut-être les personnes qui habitent par exemple dans la banlieue, c'est eux qui vont acheter les chaussures bon marché. Donc en fait, c'est là qu'on va se poser les questions et c'est là qu'on va se dire, bon, comment je vais faire pour pouvoir les communiquer, leur dire que j'ai ces types de produits et pour pouvoir les atteindre. Donc ici, le marché du chocolat aussi, en tablette de chocolat, on peut avoir des chocolats noirs ici, Clipser, chocolat avec cuir et chocolat pour dessert, ainsi de suite. Donc à chaque fois, on peut vouloir entreprendre dans un domaine, mais toujours il faut faire cette segmentation, c'est ce qui permet de se dire ce que je propose, c'est beaucoup plus adapté à telle cible et où est-ce que je les retrouve. 3. Le positionnement. Le positionnement, c'est quoi? Il y a des chaussures déjà qui sont proposées avec une qualité. Je vais aller voir les chaussures qui sont déjà proposées et quelle est la valeur ajoutée que je vais apporter pour pouvoir me différencier. C'est là où on parle de positionnement maintenant. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses. Par exemple, je peux vouloir ouvrir un restaurant, mais le restaurant, on a déjà par exemple un modèle économique souvent qui est utilisé. Qu'est-ce que je fais? Je prends mes ingrédients, je fais mes plats et après je vends. Mais il faut pouvoir ajouter de la valeur ajoutée et aussi les plats que vous allez faire, c'est destiné à quel type de cible. Donc peut-être les personnes sont les maçons, peut-être ce sont les menuisiers, peut-être ce sont des personnes, des bureaucrates, donc ainsi de suite. Ça vous permet de pouvoir vous fixer des prix et aussi de pouvoir proposer des produits de qualité beaucoup plus grande ou de qualité moindre. Et le dernier point, donc c'est les moyens de communication. Donc c'est après avoir défini son marché, avoir fait le positionnement qu'on va maintenant se dire quels sont les moyens de communication. Où est-ce que je peux passer pour pouvoir atteindre cette clientèle-là? Comment je peux faire? Donc sur ça, il y a le marketing traditionnel, le guérilla marketing, on va le voir plus tard. Il y a aussi le marketing digital qui consiste tout simplement à utiliser, par exemple, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat pour pouvoir atteindre votre cible. Et ça aussi, le choix se fait aussi de manière stratégique parce qu'on a des statistiques par rapport aux réseaux sociaux. Par exemple, si on prend Instagram, c'est beaucoup plus pour la jeunesse. Si on prend Facebook, il y a tout le monde à l'intérieur. Si on prend LinkedIn, c'est beaucoup plus les professionnels qui sont présents. Donc, votre produit, votre segment de marché, c'est ce qui va définir quels sont les moyens de communication que vous allez adopter. Maintenant, par rapport à ces moyens de communication, il y a des communications directes, il y a une communication indirecte et il y a une communication mixte. La communication directe, c'est quoi? C'est bon, je mets la stratégie qui me permet de pouvoir parler directement avec le client. Indirect, c'est quoi? Bon, je trouve peut-être d'autres personnes qui vont faire cette communication. Donc, ça peut être par exemple des influenceurs, mais il faut faire attention par rapport à ça parce que l'influenceur peut modifier le message. Un message plus en fait est capté par une personne, plus il y a d'intermédiaires, plus le message il est modifié et plus en fait ça peut faire des impacts négatifs. Donc, on peut choisir un influenceur, mais on ne le choisit pas tout simplement comme ça. On le choisit avec des critères, on le choisit par rapport à son marché. Donc, connaître son marché, c'est quelque chose de très important qui vous permet de pouvoir faire le choix de vos moyens de stock. La première chose que je fais, c'est quoi? Pour pouvoir la vente, du point de vue vente, pour pouvoir les vendre un produit, je vais les contacter dans un premier temps et après, je vais trouver un rendez-vous et après, je vais faire une démonstration et après, je vais les convertir.
Donc ça, c'est la vente. C'est-à-dire c'est ta stratégie pour les vendre. Donc tu leur fais une démonstration, c'est une stratégie que tu utilises. Maintenant, comment les trouver? Maintenant, c'est ça le marketing. Comment je fais? Par exemple, je vais sur Google, je vais taper Quincaillerie, il va me faire sortir en fait leurs fiches d'adresse, je les récolte, je les mets sur un fichier Excel et après ça, c'est le marketing. Le marketing aussi, c'est quoi? C'est de se donner de la visibilité. C'est-à-dire que pour qu'on puisse savoir quels sont les services et produits que tu proposes. Maintenant, la vente, c'est tout simplement, il faut que le client il paye. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, la décision d'achat, donc on va parler de ça un peu parce que disons que l'humain, quand il achète, 80% c'est de l'émotionnel et 20% c'est du rationnel. Souvent, on achète parce qu'on a peur. Souvent, on achète parce qu'on veut accéder en fait à un cadre social. La peur, par exemple, je prends l'exemple de la Covid-19. La Covid-19, quand elle est venue, l'État a utilisé la peur pour pouvoir vendre. Comment? En fait, il montrait des personnes qui étaient mourantes, qui étaient souffrants et il vous faisait peur. Et quand vous faisiez peur, la première chose que vous vous dites, il faut que je me vaccine. Donc là, c'est le côté émotionnel. Le côté rationnel, c'est la personne qui se demande, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Je vais regarder les statistiques, est-ce que c'est un bon produit et est-ce que c'est vraiment logique ou pas? Donc on va voir ça. Donc la rationalité, c'est le besoin du client. Donc j'ai un problème, je cherche une solution, je regarde les statistiques, ce que les gens disent de ça et après je regarde est-ce que c'est logique ou pas. L'émotion, c'est quoi? C'est soit le bonheur ou bien la peur, la colère ou bien la tristesse ou bien la surprise ou bien la curiosité. Donc quand on veut vendre, il faut souvent utiliser ça. Par exemple, quelqu'un qui vend des fruits et légumes, le fait qu'il propose des légumes bio, ça, c'est quelque chose qu'il faut utiliser pour pouvoir vendre. Parce que peut-être il y a des personnes, quand ils mangent les produits qui ne sont pas bio, peut-être ils vont se développer des maladies. Donc quand tu vends ce produit-là, il faut mettre en avant cela. Ah, il ne faut pas utiliser ces produits-là parce que ça peut te poser tel problème, tel problème, tel problème. Je te propose un produit qui est bio. Ça t'évitera d'avoir telle maladie, telle maladie, telle maladie. Donc la personne a peur et il va plus acheter chez vous. Voilà. Oui. Bien sûr. Bon, pas l'appartenance ethnique. Parce que l'appartenance ethnique, dès que tu nais, tu l'as. Mais l'appartenance à un groupe de personnes, par exemple. Voilà. Par exemple, du point de vue cadre social. Par exemple, bon, ça peut être de plusieurs choses. Par exemple, des fois, peut-être des personnes, ils vont manger certaines choses parce qu'ils veulent se sentir, en fait, appartenir à un statut social. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut savoir, la vente, c'est 80% émotionnel. La plupart des choses qu'on achète, on les achète parce qu'il y a de l'émotion et c'est ce qui nous fait passer à l'acte. Et 20%, c'est du rationnel. Donc, on va voir le marketing. Donc, ça, c'était juste pour expliquer un peu des techniques, un peu la vente. On verra plus tard des techniques qu'il faut utiliser pour pouvoir faire vraiment la vente et pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Donc là, on va parler de guérilla marketing. Le guérilla marketing, c'est une technique qui fonctionne à plus de 99%. Donc, c'est un ensemble de stratégies et de techniques de marketing non conventionnelles qui, pour atteindre ces objectifs, fait appel à l'ingéniosité et à la créativité plus qu'à des investissements massifs en publicité. Donc, sur ça, on peut voir l'exemple, par exemple, de KPay. KPay, aujourd'hui, ils utilisent le guérilla marketing. Donc, vous allez le voir dans la suite. Par exemple, on utilise les passages piétons. On fait des descents. Par exemple, ici, on a le cas de McDonald's. Donc, ça peut être aussi les mototaxis. Par exemple, on peut prendre des parapluies de mototaxi. On part offrir ça à des personnes qui ont des mototaxis. On leur dit, on vous offre ça, alors qu'en fait, la personne veut faire du marketing derrière. Donc, ça permet à la personne peut-être d'avoir quelque chose qui le protège de la pluie. Mais l'entreprise, son objectif, c'est quoi? C'est de faire du marketing. C'est pour que les gens le connaissent beaucoup plus. Donc, ça peut se faire aussi avec les AIC. Des personnes peuvent venir offrir des tenues ou bien des maillots aux AIC pour qu'ils puissent faire de la publicité pour eux. Donc, ça peut être aussi dans les bancs publics, donc des arrêts de bus. Donc, vous le voyez sur les arrêts de bus que souvent, il y a de la publicité sur ça. Donc, ça aussi, ça fait partie du guérilla marketing dans les bus aussi. Ça, actuellement, KPI, ils l'utilisent beaucoup. Après, je ne sais pas si ça marche trop ou pas, mais ils utilisent cette stratégie-là qui est le guérilla marketing. Ils ont même utilisé aussi une stratégie qui est la preuve sociale, en allant voir les chefs religieux pour qu'ils puissent montrer que le KPI, c'est une application bien. Mais après, est-ce que ça marche? Est-ce que le client est prêt à acheter sur KPI ou bien utiliser l'application? Voilà. Donc après, on va voir les 3 étapes pour multiplier vos ventes par 3.
en changeant juste votre approche marketing. Donc, comment on augmente la vente? Première étape, c'est d'augmenter le trafic. Augmenter le trafic, c'est quoi? On peut le faire dans le digital, on peut le faire aussi avec une boutique physique aussi. Donc, une visite par jour à 5, à 10, à 15 permet de se faire beaucoup plus de prospects et permet de faire beaucoup plus de ventes. Donc, sur ça, les stratégies qu'on peut utiliser, c'est les offres gratuites. OK? Donc, on peut utiliser ça pour que les gens puissent goûter et après ils se disent, bah, ça, c'est un bon produit. Ça peut être aussi les dégustations. Ça peut être l'élargissement de la cible. Donc, on peut avoir une cible spécifique au départ et après essayer de l'élargir pour pouvoir avoir beaucoup plus de trafic et faire beaucoup plus de ventes. Les posts sur les réseaux sociaux aussi, c'est quelque chose en fait qu'il ne faut pas négliger. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui, moi, la plupart des personnes à qui je vends, la plupart de mon chiffre d'affaires, disons que 60% vient dans les réseaux sociaux. OK? Les partenariats, les mailings, etc. Donc, les partenariats, ça peut être, par exemple, deux entreprises, par exemple, qui sont dans la cosmétique. Donc, ils ont des produits complémentaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou bien, ça se voit souvent aussi dans la médecine. Hein. Dans la médecine, par exemple, des fois, tu pars enlever ta dent. Après, le médecin, il regarde tes yeux. Il voit qu'en fait, tu as des problèmes des yeux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bah, je vais te recommander un ophtalmologue parce qu'ils ont un partenariat et ça leur permet, en fait, à chacun de faire des ventes. Étape 2, c'est augmenter le volume de ces transactions. Donc, stratégie, c'est la recommandation par les clients satisfaits. Par exemple, aujourd'hui, cette formation, moi, je peux faire quelque chose. Je peux vous donner un formulaire à remplir. Je vous dis, est-ce que la formation vous a plu? Vous dites oui. Je vous dis, mettez-moi 5 personnes à qui vous pensez qu'ils ont besoin de cette formation-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire après, je vais appeler la personne, je vais lui dire, ah, Diabel m'a dit que vous serez peut-être intéressé à cette formation-là. Et le fait juste que je dis le nom de Diabel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bah, c'est une formation de confiance, c'est une formation de qualité, parce que Diabel, c'est une personne de confiance. Donc ça, c'est une des stratégies qu'on peut utiliser. Et aussi, c'est de proposer d'autres produits aux clients existants. C'est ce qu'on appelle les produits connexes. Donc, quand vous avez une entreprise, il faut essayer toujours de trouver d'autres produits connexes. Mais toujours, au début, on ne le fait pas. Ce qu'on va faire, on va essayer de travailler avec un produit qui permet de pouvoir faire un modèle économique. Et quand le modèle économique est viable, après, on va créer des produits connexes. Et ces produits connexes-là, c'est un des produits qui va vendre l'autre produit. Je prends l'exemple. Par exemple, moi, mes outils de gestion me permettent de pouvoir avoir le client. Et quand je l'ai, qu'est-ce que je fais? Je peux lui proposer un site e-commerce parce que je sais qu'il a une entreprise. Après, je peux lui proposer mon offre marketing digital parce qu'il en a besoin. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est le produit sur lequel j'ai fait de la communication, sur l'outil, qui va après être utilisé pour pouvoir vendre d'autres produits. Donc, ça aussi, c'est une des stratégies. Étape 3, c'est augmenter la fréquence d'achat et fidéliser. Donc, stratégie, c'est relancer les clients. OK? Par exemple, moi, ce que je fais souvent quand quelqu'un me contacte, en tant que prospect, même quand ils n'achètent pas, qu'est-ce que je fais? J'enregistre leur numéro de téléphone et après, j'ai une liste de diffusion qui permet de pouvoir envoyer un message à tout le monde pour qu'ils puissent venir acheter. Donc ça, c'est une des stratégies. Donc le client, il ne faut pas l'harceler, mais aussi il ne faut pas le laisser pour qu'on ne parle plus de vous. Donc concevoir des offres complémentaires, donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux produits connexes. Proposer des abonnements. Les abonnements, c'est quelque chose qui permet de pouvoir fidéliser le client. Par exemple, moi, avec mon outil de gestion, qu'est-ce que je fais? J'ai deux systèmes de facturation. J'ai des facturations annuelles et aussi des facturations mensuelles. Donc, comment je fais? Je fais de telle sorte que si le client paye de manière mensuelle, en fait, ça me permet de pouvoir garder le client. Et ça permettra de pouvoir lui faire acheter d'autres produits. Et après, autre chose, c'est la relation humaine. Et il faut savoir que la vente commence après la vente. C'est-à-dire que c'est au moment où que vous vendez un produit, c'est là maintenant que la vente commence. Parce que le client, dès que vous l'obtenez une fois, après pour lui proposer d'autres services, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il aura confiance en vous. Et après, quand vous lui proposez d'autres services, donc pour facile, bonbons, gratuits. Donc ça, ce sont des choses que on paye quelque chose pour moi. Donc il faut que quand même j'achète son produit. Donc ça peut être des bonbons, ça peut être autre chose. 2, c'est orienter les choix en utilisant des généralités. Donc, meilleur produit vendu, celui que j'utilise, vous êtes libre, ainsi de suite. Donc, ça, c'est par exemple donner des statistiques. C'est aussi sur, le fait d'utiliser, par exemple, l'expérience des autres, de dire, par exemple, il y a telle personne qui a acheté tel produit. Ça permet de pouvoir convaincre d'autres personnes à acheter le produit. Donc, raconter une belle histoire. Raconter une belle histoire, c'est tout simplement de prendre le produit quand vous le mettez en place. Pourquoi vous l'avez mis en place? Donc, je le mets en place parce qu'il y a ça, 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 ça. Ou bien de dire quelque chose qui est triste. Parce que souvent, les gens, quand on raconte des choses qui sont tristes, ça permet aussi de pouvoir facilement leur faire vendre quelque chose. Parce que vous avez créé, par exemple, votre produit ou bien votre service. Parce que ça découle d'une histoire ou bien quelque chose que vous avez vécu qui est difficile. Donc, 4, c'est réduire le risque lors de l'achat. C'est comme, par exemple, dire garantie 30 jours.
Par exemple, moi, je sais que ma clientèle, par exemple, souvent les quincailleries, souvent sont des personnes, bon, disons, pour les vendre des produits, c'est beaucoup plus difficile. Donc, qu'est-ce que je fais? Je leur dis, je te donne le système, je te le vends, par exemple, à telle somme, tu me donnes la moitié, je te le laisse tester pendant 30 jours. Si tu n'es pas satisfait, je le reprends. Je sais que dès qu'il commence à l'utiliser, c'est sûr et certain, il va compléter le reste de l'argent. Parce que j'ai confiance en mon produit et aussi je sais quelle est la valeur ajoutée qu'il amène. Donc, tout ça sont des choses qui permettent de pouvoir vendre. Associer l'achat à une bonne action. Okay? C'est comme par exemple cette formation-là. Il y en a beaucoup, par exemple, ils sont venus parce qu'on a dit quoi? On va verser la somme à la SEM APIX pour qu'ils puissent construire des abris provisoires. Donc il y a des personnes qui vont se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière cette formation? C'est une bonne action, donc je vais les encourager, je vais aller acheter. Donc ça peut être aussi sur quelque chose que vous avez vécu, qui est difficile, aussi que vous partagez et que vous vendez un produit derrière. Et si c'est jouer sur l'urgence, par exemple, vous dites il y a 50% de réduction. 50% de réduction, par exemple, en 2 jours. Donc les gens ils vont se dire, et ça c'est beaucoup utilisé, ils vont se dire, bah, il faut que j'achète très rapidement avant que ça finisse. Ou bien vous dites 2 chambres disponibles, par exemple l'exemple d'un hôtel. Ou bien vous dites par exemple nombre de places limitées. Donc les gens qui veulent assister vraiment à la formation ou bien à autre chose ou bien acheter le produit, ils vont se dire, bon, il reste, les places sont limitées, donc je vais faire en sorte de réserver ma place beaucoup plus rapidement. Donc c'est les rôles du bon et du mauvais flic. Par exemple, dans une entreprise, il faut toujours trouver quelqu'un qui fait le recouvrement. C'est-à-dire que lui, il n'essaye pas de comprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le client et lui dit il faut payer. Et après, quand il vient sur l'autre personne, il va lui dire bah, c'est comme ça, hein, c'est l'entreprise. Il faut essayer peut-être de voir avec lui. Donc il faut toujours, c'est pour ça qu'on forme les gens qui font du recouvrement. Parce qu'ils ne doivent pas avoir de sentiments pour pouvoir recouvrir, surtout au Sénégal. 8, c'est jouer sur la présentation du prix. C'est-à-dire de dire solde. Il y a des soldes actuellement. Donc ça permet aux gens de se dire d'acheter avant que les soldes finissent. Voilà. Donc ça, c'était par rapport aux choses qu'il faut mettre en place sur la vente pour pouvoir inciter les gens à acheter. Autre chose aussi, bon, je l'ai appelé la route vers la fortune, c'est la loi des 80-20. Je pense que beaucoup de personnes peut-être connaissent la loi des 80, la loi de Pareto. Qui connaît la loi de Pareto? Bon, Pareto, qu'est-ce qu'il dit? Pareto, il dit que 20% des choses que vous faites apportent 80% de valeur. Quand vous avez votre entreprise, il y a 20% ou bien X% en fait des choses que vous faites qui vont apporter le plus de valeur. En fait, il faut essayer de trouver ce pourcentage-là et il faut concentrer votre effort beaucoup plus sur ce pourcentage-là parce que c'est ce qui va faire augmenter votre chiffre d'affaires. Je prends un exemple. Par exemple, vous avez 2 produits. Le produit qui a le plus de marge et aussi qui se vend beaucoup plus rapidement, c'est ce produit-là en fait qu'il faut beaucoup plus faire de la communication parce que vous gagnez beaucoup plus d'argent avec ce produit-là. Donc ça permet de pouvoir maximiser la fortune. Donc identifier les 20% des produits qui proposent 80% de bénéfices et concentrer 80% des efforts sur les ventes des produits. Autre chose, parce que c'est la vente. Si on ne vend pas, on disparaît. Donc il faut vendre. Même s'il y a le commercial qui vend, donc moi aussi je continue aussi à vendre. Voilà. Le dernier point maintenant, c'est sur le marketing digital. Donc, pour expliquer un peu l'importance du marketing digital. Donc, le miracle de l'Internet a fait qu'il y a naissance du marketing digital. Donc, nous avons une nouvelle maladie maintenant, qui est l'addiction au smartphone. Et le fait qu'il y ait cette addiction-là fait qu'aujourd'hui, Facebook a pu créer un business. Comment? En récupérant les centres d'intérêt des personnes, savoir à quoi ils s'intéressent et après de dire aux entreprises, vous pouvez faire de la publicité sur mon réseau social pour que votre cible puisse voir que vous proposez tel service. Ça permet de pouvoir faire la vente. Donc ça, c'est ça le marketing digital. Donc aujourd'hui, on a plus de 350 000 smartphones en Afrique, rien qu'en Afrique. Il y a plus de 350 millions de smartphones. Donc quand vous êtes présent sur Facebook ou bien sur Instagram ou bien sur TikTok ou bien sur un autre réseau social, donc vous avez beaucoup de chances pour que les gens puissent voir vos produits. Donc, comment fonctionne Facebook et pourquoi c'est gratuit? Donc, c'est gratuit parce qu'il récupère vos informations personnelles. Facebook, aujourd'hui, il vous connaît mieux que votre famille. Il sait les choses que vous aimez. Il sait sur les posts sur lesquels, même si vous ne l'aimez pas, il sait les posts sur lesquels vous vous attardez le plus. Donc, toutes ces informations-là, une intelligence artificielle les prend, les stocke quelque part. Et après, quand un entrepreneur veut faire de la communication ou bien veut faire du ciblage, donc Facebook lui dit il faut payer tant pour pouvoir atteindre un nombre de personnes. C'est pour ça aujourd'hui quand vous faites du business et que vous ne faites pas du marketing digital, ça veut dire que ça ne sert pas à grande chose. Pourquoi? Parce que Facebook il se démerde de telle sorte que si vous ne faites pas de la publicité, si vous ne payez pas, il ne va pas montrer votre poste à beaucoup de personnes.
Donc, comment monter sa stratégie de marketing sur Internet? Donc, première chose, il faut définir la cible de votre stratégie. Donc, il faut que la cible soit bien connue. Et c'est ce qui va faire. Par exemple, nous, pour nos formations en énergie solaire, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans d'autres zones qui viennent faire la formation. Je peux prendre le cas de Ben. Mohamed Nigouaï, tu viens de HLM. Donc, Mohamed, il vient de HLM. Il a assisté à une de nos formations en énergie solaire. Mais comment on a fait pour l'atteindre? On a fait le marketing digital et on a fait le ciblage. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit à Facebook, il faut que vous essayez de montrer en fait, à toutes les personnes qui aiment les posts sur l'énergie solaire ou bien qui s'attardent sur les publications en énergie solaire et de leur montrer notre publicité, notre communication. Et il est venu se former ici. Donc, deuxième chose, c'est de définir l'objectif de votre stratégie. Et donc, il faut qu'il soit quantifiable. Il faut aussi connaître les prospects et aussi utiliser le mailing. Donc, le mailing, ça peut être, par exemple, de stocker les personnes qui vous ont contacté. Ça peut être aussi avec le numéro de téléphone et de les recontacter plus tard. Donc, définir l'objectif de votre stratégie, c'est quoi? C'est-à-dire que je veux, exemple, faire 2 millions de chiffres d'affaires. Ces 2 millions de chiffres d'affaires, je veux le faire sur un tel produit. Ce produit-là, il a une marge. Donc, il y a produit de vente et produit d'achat. Maintenant, par rapport à cette marge-là, vous allez vous dire, par exemple, si la marge elle est de 200 francs, vous allez vous dire, moi, je suis prêt en fait, à payer 20 francs CFA en fait, sur chaque prospect obtenu. Le prospect, c'est-à-dire quand la personne clique et il vous contacte. Maintenant, ces 20 personnes-là, ces 20 francs CFA-là va faire que ça va permettre de pouvoir estimer quel est le coût de publicité il faut mettre pour pouvoir atteindre votre chiffre d'affaires correspondant. Donc tout ça se calcule. Donc une stratégie, elle doit être mesurable, elle doit aussi être quantifiable et aussi, elle doit être aussi très précise. C'est-à-dire que je veux faire un chiffre d'affaires de tant de millions ce mois-ci-là, donc je l'écris et je mets ma stratégie par rapport à ce chiffre d'affaires-là. Donc sur les... Donc il faut mesurer. Donc je l'ai dit au début. Donc on peut mettre en place une stratégie. On peut se tromper sur sa cible. On peut faire aussi un ciblage beaucoup plus étendu et au final, on peut... Je n'ai pas obtenu les résultats que je voulais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et là, on se pose les bonnes questions. C'est là maintenant qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut avoir des indicateurs de performance. Donc ça peut être l'audience, c'est-à-dire le nombre de vues, le nombre d'appels que vous avez reçus par rapport à votre publicité, ainsi de suite. Et nous, on le fait en fait ici au centre, par exemple, sur chaque formation. Je le fais avec mon équipe. Tous les derniers jours de chaque mois, qu'est-ce que je fais? Je fais une réunion avec eux, on définit nos objectifs, que ce soit en fait en chiffre d'affaires, que ce soit autre chose, et on travaille par rapport à ces objectifs-là. Et chaque jour, on fait une réunion de trouver un rendez-vous avec lui, de démonstration. OK? Troisième chose, qu'est-ce que je fais? Je peux lui faire une période d'essai. OK? Quatrièmement, le product market fit ou bien l'étude de marché. Pour moi, quand on débute un projet, le business plan, pour moi, ça ne sert à rien. Il faut toujours essayer de tester. Et je vais vous donner un exemple concret. L'ADER, on dit souvent que l'ADER ne finance pas les gens. Mais souvent, l'une des raisons du fait qu'ils ne financent pas les gens, parce qu'ils ne veulent pas financer des business plans théoriques. Parce qu'un business plan écrit sur papier, ce n'est que de l'estimation. Les gens, ils veulent en fait des entrepreneurs qui font des A/B tests. Quoi? Je teste A et après je teste B. Et je regarde est-ce que ça marche ou pas. Parce que là, vous êtes sur le marché, là vous êtes en train de tester votre produit, est-ce que les clients achètent votre produit ou pas? Et c'est ce qui va permettre après de dire, après moi je mets en place un business plan pour passer à un autre stade. Et pour mettre un business plan, on le met juste pour une entreprise. Pourquoi? Parce qu'une start-up, tant qu'il n'a pas trouvé son modèle économique, il n'a pas besoin de mettre un business plan. Il faut toujours commencer avec les moyens du bord, voir est-ce que ça marche d'abord et quand ça marche, on part vers le stade de demande de financement. Donc, 2, c'est l'idée, hein. C'est tout simplement d'être sur une idée au lieu de passer en projet, on l'a vu. 3, c'est l'état d'esprit. Donc, l'Afrique est pauvre ou bien le pays est corrompu. 4, le financement. Donc, crédit, consommation, fonctionnement des banques, ainsi de suite. Donc, 5, ne pas écouter le marché. Donc, ça, c'est une erreur. Donc, il faut écouter le marché et voir est-ce que le marché est en train d'évoluer ou pas. Et 6, c'est la gestion des dépenses. Donc, il faut comprendre la différence entre actif et passif. Dépenses inutiles. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ce qui permet de se dire est-ce que la dépense que je suis en train de faire là me permet de créer de la valeur. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, moi, j'ai pris récemment un chauffeur. J'ai pris un chauffeur pourquoi? C'est parce que ça me permet de gagner beaucoup plus de temps. Donc lui-même, en fait, le fait que je gagne du temps, ça me permet de le payer. Donc ça, c'est un avantage. Donc là, c'est un actif.
mais ce n'est pas un passif. Donc, il faut pouvoir comprendre l'actif et le passif, c'est ce qui va faire que vous investissez au lieu d'être dans la consommation. Donc, 8, ne pas parler de son projet. 9, surtout ça, parce que souvent, il y a des personnes, ils pensent que donc, ils ont créé quelque chose, ou bien ils pensent que tout le monde est bête, ils créent un truc, ils pensent qu'il n'y a personne qui a pensé à ça, mais je veux vous dire qu'il y a toujours des gens qui ont des idées pertinentes, mais ils le mettent en place. Donc, il faut parler de son projet. C'est au moment où vous parlez de votre projet que les gens ils vont pouvoir vous donner leur feedback, mais surtout des feedbacks constructifs. Donc, il faut en parler. 9, c'est vouloir être célèbre au lieu de chercher de gagner de l'argent. Donc, souvent, il y a des jeunes, ils veulent juste en fait qu'on les connaisse, mais ils ne cherchent pas de l'argent. Donc, si c'est ça, il ne faut pas créer une entreprise. Il faut faire autre chose. Donc, 10, se lancer sans ses premiers clients, ne pas prendre de risques. Donc, sans se lancer sans ses premiers clients, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on peut tester des fois des produits. Juste en fait le fait qu'on fait le design, on n'a pas encore créé le produit physique et on le met sur Internet, ça permet déjà d'avoir ses premiers clients. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent ici. Je prends l'exemple de Sablux. Sablux, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent une stratégie qu'on appelle le trompe de l'œil. Ils vont aller faire un design d'un immeuble. Ils vont dire que l'immeuble est constitué, par exemple, de X chambres. On a ça, on a ça, on a ça. Ils le font en fait avec un bon design. Mais c'est même les personnes qui achètent les appartements qui vont financer le projet. Tout ce qu'ils font le design. Ils font le projet en 3D et ils financent sur la communication. Des gens, ils vont aller prendre des prêts, ils vont verser et ils ont des étapes de construction. On arrive en fait au moment où on fait la fondation, il faut que le client verse 10%, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, par exemple, Sablou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un projet, il a créé un produit et pourtant il n'a pas encore, et il a eu ses clients et pourtant le projet, il n'a pas encore vu le jour. Donc 11, ne pas communiquer et ignorer les critiques, donc, mais les vrais. Donc il y a des critiques constructives et il y a des critiques, c'est pour tout simplement pour vous détruire. Donc il faut pouvoir faire cette différence-là. Et 12, il faut toujours trouver des raisons pour ne pas se lancer. Donc la procrastination. Donc souvent les gens ils vont dire je ne me lance pas, il y a ça, mais il faut se lancer. C'est au moment où on se lance en entrepreneuriat qu'on découvre vraiment, qu'on voit vraiment les problèmes et c'est là maintenant qu'on va pouvoir résoudre notre équation entrepreneuriale et pouvoir trouver un modèle économique qui est viable. Et 13, c'est avoir peur des échecs. Si vous avez peur d'échouer, il ne faut pas aller vers l'entrepreneuriat, il faut aller dans le salariat parce que vous allez échouer tous les jours. Donc 14, c'est déléguer trop rapidement. Souvent, il y a ce problème-là. Déléguer trop rapidement. Je suis l'entrepreneur, j'ai commencé à vendre quelques produits. Qu'est-ce que je fais? Très rapidement, je cherche un commercial. Moi, par exemple, au début, quand j'ai créé mon outil de gestion, qu'est-ce que j'ai fait? Je passais en fait presque une semaine au 4C parce que j'avais ma cible qui était là-bas. Donc, je faisais le tour en fait de tous les magasins pour leur vendre mon produit. Parce que le fait que je le fais moi-même me permet de pouvoir comprendre le besoin du client. Et aussi, le jour que je vais prendre un commercial, quand il fait un travail, je saurai en fait est-ce qu'il fait le travail normalement ou pas. Parce que je l'ai fait en premier. Donc, il ne faut pas déléguer trop vite quand on commence son start-up. Sauf en fait quand on passe après en entreprise. Et quand on passe en entreprise, ça veut dire que le business model il est déjà viable. Donc, 15, c'est ne pas mesurer vos stratégies. Donc, il faut les mesurer. Il faut trouver toujours des ratios de performance qui vous permettent de se dire est-ce que ce que je suis en train de faire est pertinent ou pas? Est-ce que le fait de communiquer, de faire des flyers, est-ce que c'est pertinent ou pas? Est-ce que quand j'imprime 100 flyers, est-ce que des personnes, quand ils viennent, ils me disent que je vous ai trouvé avec ces flyers-là? Est-ce que c'est ce moyen de communication qui marche le plus pour moi? Est-ce que c'est ce qui me permet de plus vendre? C'est la fin. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Les quoi? Ouais. Bon, les bases essentielles. Bon, disons, il faut. Bon, disons en quelque sorte, il n'y a pas de base, mais il faut passer à l'action. C'est au moment où tu passes à l'action que tu vas apprendre beaucoup plus de choses. Mais quand tu restes juste comme ça, par exemple, moi, ce que je fais souvent, je lis des livres. Mais quand je lis un livre, en fait, je ne lis pas entièrement le livre des fois. Par exemple, des fois, j'ai un problème, je ne sais pas comment le résoudre, pratiquant, et qu'est-ce que je fais? Je cherche des bouquins qui me permettent de pouvoir résoudre ce livre-là. Donc, ainsi de suite, plus tu y vas, plus tu augmentes ton intelligence financière et plus aussi tu augmentes en fait ton intelligence du point de vue stratégique.
C'est ce qui fait qu'en fait, disons qu'il n'y a pas de base. Il faut se lancer. Et il faut aussi accepter de faire des erreurs. C'est quand tu fais des erreurs que tu vas après trouver et aussi de pouvoir se former toujours et de continuer à se former. Surtout en entrepreneuriat, il faut toujours continuer à se former. Moi, je lis toujours en fait tous les jours. Quand je me lève le matin, le soir aussi, je lis. Mais pourquoi? C'est pour pouvoir élargir mes compétences. Et pourtant, j'ai fait une formation en MBA. Mais je pense qu'en fait, ce n'est pas suffisant. Le monde continue en fait d'avancer. Les choses continuent de changer et il faut se mettre à jour tous les jours. Donc pour des bases, pour moi, il n'y a pas de base. Peut-être trouve déjà ton produit, ce que tu veux faire, commence déjà, tu te lances, tu vois, il y a des erreurs. Tu peux aussi, ce que tu veux faire. Ouais. Sur l'éducation financière? Bon, sur les bouquins, il y a pas mal de bouquins. Hein. Moi, par exemple, j'aime bien lire Robert Kiyosaki. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est lui qui a écrit Père riche, Père pauvre. Donc, il a écrit pas mal de bouquins sur l'investissement. Et aussi, c'est quoi la différence entre passif et actif. Il y a aussi Seth Godin. Seth Godin aussi, il écrit des livres sur le marketing, que ce soit le marketing digital et aussi le marketing traditionnel. Il y a Grant Cardone aussi. Donc, c'est un Américain. Donc, il a écrit un bouquin qu'il a appelé 10X. 10X, c'est comment exploser ses ventes, par exemple. Voilà. Donc, il y a pas mal de bouquins. Donc, vous pouvez lire, que ce soit aussi sur la persuasion. Il y a aussi Robert Cialdini. Donc, lui, qu'est-ce qu'il écrit? C'est tout simplement, en fait, comment faire pour pouvoir communiquer de manière efficace avec son prospect pour pouvoir le faire convertir à une vente. Donc, voilà, il y a pas mal de bouquins. Donc, je pourrais peut-être donner une liste après. Donc, que j'ai moi-même et aussi que j'ai des fois en format numérique qui pourra vous aider. Donc, dans le groupe qu'on a créé aussi, je peux partager des documents qui pourront vous servir. Les références aussi que j'ai utilisées pour pouvoir mettre en place cette formation, ça vous permettra de pouvoir savoir beaucoup plus. Oui. Je donne un exemple. Aujourd'hui, je suis en atelier d'études. Je suis débutante. Par exemple, je veux des marchés. Par exemple, je veux des marchés dans les écoles. Pour ñamal leen seen tenue ak affaire yooyu. Dans ce cas-ci, il faut que nga dem vers les écoles wala ñoom da ngay toog gàttal si wala. Par exemple, comme li nga wax sànq ci réseau yi ngay def publication yi ak forme de marketing boobu. Le mieux c'est d'aller vers ñoom wala ñoom dem ci ñooy def si. Non, non, il faut yow yaay dem vers ñoom. C'est à toi d'aller vers eux. Parce qu'eux, ils ne savent pas que tu as mis une solution. Peut-être, en fait, le fait que tu leur proposes des tenues, il y avait déjà des personnes qui le font. Maintenant, le fait que maintenant, toi, tu le fais, tu as pu, en fait, te positionner sur, en fait, aussi, tu as pu mettre en place une valeur ajoutée qui font que, eux, ils vont s'intéresser à ça. Donc, il faut vraiment communiquer sur ce que tu fais. Et aussi, il faut trouver les moyens de les atteindre. Donc, ça peut être aussi à travers, par exemple, de l'administration. Par exemple, tu peux aller voir l'administration et tu leur expliques ce que tu fais. Voilà. Donc, il faut que tu ailles vers eux. Mais tout ça, il faut savoir c'est qui le décideur. Il faut toujours, en fait, savoir c'est qui le décideur parce que c'est très important. Par exemple, je vends des couches de bébé. Les couches de bébé, si je cible les enfants, ça ne marche pas. Je n'ai jamais vendu. Qu'est-ce que j'ai ciblé? C'est les mamans, c'est les papas. Parce que c'est eux qui achètent. Mais le bébé, il n'achète pas. Donc, il faut en fait toujours cibler l'acheteur. C'est-à-dire le consommateur peut être différent de l'acheteur. Définir des critères de ciblage, donc ça peut être du marketing traditionnel en faisant une communication avec des flyers, ça peut être aussi avec le marketing digital. Et avec le marketing digital, c'est encore beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as des centres d'intérêt. Tu as en fait les choses à quoi ils s'intéressent. Et le fait que tu connaisses ça, ça te permet de pouvoir définir ta stratégie et de dire à Facebook, Instagram ou TikTok, je veux que tu me le montres qu'à ces gens-là. Et il va le montrer qu'à ces gens qui ont ces critères que tu as définis. Donc, il faut que tu communiques sur ton activité. Ouais.
Bien sûr. C'est ça. Hein. Bien sûr. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bon, le point est clair, hein, en plus, ça ne sert à rien en fait de cacher des idées. Par exemple, moi, tout à l'heure, j'ai présenté un projet que je n'ai même pas encore lancé. Et pourtant, bon, je pouvais me dire, je vais le cacher, parce que je ne l'ai pas encore lancé. Mais tellement, en fait, je suis confiant de ce que je fais. Et aussi, en fait, ce n'est pas l'idée qui est importante, mais c'est la façon dont tu le fais. Par exemple, tout à l'heure, quand j'expliquais la différence entre une réponse et une solution, ça veut dire qu'une autre personne peut mettre la même plateforme. Mais ça veut dire que nous, le process qu'on a mis en place, c'est ça qui différencie par rapport à ce qu'il veut faire. Je peux prendre un exemple. Par exemple, aujourd'hui, si je mettais des ingrédients et je vous donne, en fait, il faut faire le thieboudian, je vous donne les mêmes ingrédients. Les thieboudian, ils ne seront pas pareils. Donc, mais le projet, il faut en parler. Mais aussi, il faut en parler aux bonnes personnes. Par exemple, des fois, la famille, ça peut être, en fait, disons, un mauvais public, en fait, pour vous parler de votre projet. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent toujours à vous protéger. Ils cherchent toujours à vous dire des choses qui vous plaisent. Il faut aller vers la cible, aller sur Facebook, écrire, en fait, votre projet et le fait que qu'ils sont objectifs. Ouais. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Quand tu as un coup, il faut l'imposer. Parce que tu as la majeure partie des clients ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça. Ne savent pas ce qu'ils font. Il faut aller plus de côté. Bien sûr. Tu ne vais pas planifier. C'est ça. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Diabel. Et aussi, en fait, surtout la preuve sociale. Hein. Surtout la preuve sociale, elle est beaucoup utilisée. Par exemple, moi, ce que je fais, quand je vais dans une zone et qu'il y a une quincaillerie et je lui vends mon outil, qu'est-ce que je fais? Dès que je sors, en fait, je vais chez l'autre quincaillerie et je lui dis, en fait, je viens de sortir, en fait, à ton concurrent. En fait, il a acheté mon produit. Et le fait qu'il a acheté mon produit, ça va lui permettre de pouvoir faire beaucoup plus de ventes. Ça va lui permettre de pouvoir savoir, en fait, quelle est la valeur réelle, en fait, de son magasin. Donc là, c'est la preuve sociale. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, il faut que, c'est émotionnel, hein? Il faut que j'achète moi aussi pour être au même stade que lui. Il va acheter. Voilà. Donc en fait, c'est beaucoup plus de l'émotion que du rationnel. Voilà. Donc si, je ne sais pas s'il y a d'autres. Dans le processus, quand il sera question de se lancer, il y aura une partie digitale. Maintenant, quelle est, disons, la meilleure opportunité pour lancer